Et ensuite, ça va... Tac. Et du coup, ensuite, j'ai plus qu'à partager mon écran. Tac. Du coup, est-ce que vous voyez bien mon écran maintenant? Tac. Ok, nickel. Donc là, j'ai pas la vue sur le chat. Du coup, s'il y a des questions, est-ce que tu voudrais bien me les lire, Florent? S'il te plaît. Oui, pas de souci, je peux te les lire. Ok. Ou on peut même utiliser une petite main levée. Je connais pas du tout, hein. Mais ça doit peut-être Euh, faire une notif dans ton ben, navigateur. en fait, c'est que j'ai deux écrans et du Ah, coup, il y en a d'accord, un sur lequel j'ai la présentation et l'autre sur lequel j'ai le mode présentateur. pas de Donc, souci. c'est Bah, je pour ça que prendrai j'ai la pas la vue parole. sur le chat. Ok, super. Merci. Du coup, eh bien, bonjour, je m'appelle Thibaut Goudounex, je suis actuellement développeur full stack chez ASI, qui est une ESN dans plusieurs villes, notamment Niort, et je suis à Nantes. Du coup, aujourd'hui, je vais vous faire une présentation rapide, enfin un petit tour d'horizon de surface de Svelte.js, qui est un framework JavaScript qui est axé sur la vitesse et sur des applications les plus légères possibles. Euh, du coup, déjà, est-ce que quelqu'un connaît Rich Harris? Juste comme ça. Bon, de toute Ah, façon, j'y reviens. et Comment? oui, Romain. Ah, cool. Bon, au moins, il y a quelqu'un qui connaît déjà un petit Sinon, peu. non. C'est cool. Sinon, non. Ok. Je vais d'abord vous présenter vite fait Svelte, ensuite faire un petit comparatif entre ses avantages et ses inconvénients. Je vais détailler quelques points techniques qui sont en fait la base pour appréhender Svelte. Après, j'ai préparé une petite démo d'à peu près 1 ou 2 minutes qui consiste en l'installation d'un projet. Et ensuite, je vais vous évoquer le futur de Svelte et donner quelques ressources pour pouvoir aller plus loin en fait, dans l'apprentissage de Svelte et la découverte de ce framework que je trouve exceptionnel. Du coup, pourquoi Svelte existe? Tout simplement, ça vient d'un constat à la base que les frameworks qu'on connaît, genre Vue, Angular, React, sont lourds, puisqu'en fait, il y a le runtime du framework qui est embarqué avec l'application. Donc, ça cause des temps de chargement relativement longs pour les utilisateurs et des temps d'exécution aussi longs, puisque la machine, enfin la VM JavaScript doit exécuter en fait le runtime du framework en plus du code métier de l'application. En plus, les frameworks stars du moment, donc, qui sont React, Angular et Vue, ont tous un virtual DOM qui est en fait fait pour pouvoir économiser du temps sur l'actualisation du DOM, puisque ça coûte très cher en ressources d'actualiser le DOM. Mais ça reste quand même une couche de traitement supplémentaire, vu que du coup, le framework va d'abord vérifier s'il y a quelque chose à actualiser dans le virtual DOM et ensuite répercuter cette modification sur le DOM. Donc ça reste une bonne solution pour les usages classiques des frameworks, mais ça reste quand même une couche d'exécution. Et du coup, Rich Harris, qui est le fondateur en fait de ce framework, il a voulu tester un concept de compilateur JavaScript qui produit du code de qualité, euh, donc un code qui respecte pas mal de bonnes pratiques et qui du coup n'aura pas ces contraintes-là d'être lourd et d'avoir un virtual DOM pour pouvoir optimiser la vitesse tout en ayant du code de qualité. Alors, au niveau de l'historique, du coup, ça a commencé le 16 novembre 2016, où Rich Harris a fait son tout premier commit. Euh, Quelques jours plus tard, la première bêta était disponible, et à peu près une semaine plus tard, il a sorti le premier article de blog pour présenter en fait son concept, pour dire bon, voilà, j'ai eu cette idée, j'ai fait une première version, enfin une version encore en développement. Si ça vous intéresse, voilà. Et 3 jours plus tard, la version 1.0, complètement stable, était sortie. Donc c'est allé vachement vite.
à peu près, un peu moins de 2 ans plus tard, 1 an et demi plus tard, il y a eu un gros nettoyage pour créer la V2. Et vraiment, 1 an plus tard, la V3 est sortie. Et c'est avec la V3 que vraiment ça a pris de plus grosses proportions. Et là où c'était un framework très très marginal et très peu connu à l'époque, avec la V3, ça a commencé à faire un gros boom de popularité et en fait de connaissances dans l'univers des développeurs JavaScript. Et ça a été une vraie refonte complète de la V2. Et donc très récemment, en octobre de cette année, il y a eu la première convention virtuelle dédiée à Svelte, le Svelte Summit 2020, où des intervenants en fait ont présenté ont présenté des sujets techniques beaucoup plus poussés par rapport à Svelte, et notamment la dernière conférence de ce Svelte Summit 2020, c'était Rich Harris lui-même qui évoquait le futur de Svelte, mais aussi plus largement du JavaScript dans les années qui vont venir. J'y reviendrai un petit peu sur le Svelte Summit plus tard. Donc au niveau des chiffres clés, donc ça, c'est des chiffres que j'ai actualisés il y a quelques jours, la semaine dernière en fait. Donc ils ont un petit peu augmenté depuis, mais pas beaucoup. Il y a plus de 350 contributeurs sur GitHub qui participent à la réalisation du framework. Il y a en fait 147 projets commerciaux qui sont répertoriés sur le site de svelte.dev qui utilisent du coup Svelte sur leur site ou leurs applications. Il y a plus de 30 800 projets sur GitHub qui utilisent Svelte, avec plus de 1900 forks, sachant que les forks, en fait, c'est souvent plutôt des contributeurs qui vont chercher en fait à participer, à corriger des bugs, à faire des améliorations, en fait, participer au développement. Il y a plus de 39 600 stars sur GitHub, donc c'est quand même un bon indicateur de l'intérêt que témoigne la communauté envers Svelte. Et les téléchargements hebdomadaires sur NPM, ils varient entre 25 000 et 110 000 sur les derniers mois. Donc c'est vraiment très utile. Enfin, ça commence à être de plus en plus utilisé et la tendance, elle va que accroissant en fait au fil du temps. Du coup, quelques exemples de projets. En tout premier, il y a une application Pomodoro que j'ai fait en guise de proof of concept pour présenter Svelte et en fait faire mes armes dessus. Il y a aussi une application dont mon manager m'avait parlé, puisque une de ses connaissances avait créé une application Sapper donc, qui utilise Svelte aussi pour du rendu côté serveur, qui est une application de cours pour les cours d'histoire géo. Et en Svelte aussi, il y a eu le REPL Svelte qui est dispo sur le site officiel de Svelte. C'est Read Eval Print Loop. C'est en fait un bac à sable où on écrit du code et ça vient l'exécuter à droite. Donc, ouais, c'est un bac à sable virtuel, un peu comme codepen.io si certains connaissent. Donc, du coup, au niveau des avantages et inconvénients, parce que je pense que c'est quand même ça qui vous intéresse un peu plus. Tout d'abord, j'ai mis hyper vitesse parce que c'est vraiment le gros point fort de Svelte. Ça cherche à optimiser la rapidité d'exécution. Pour ça, ça passe par une compilation. En fait, c'est plus un compilateur qu'un framework à proprement parler. On écrit du code métier qui ensuite va être compilé en du code JavaScript vraiment optimisé. Et il n'y a pas de DOM virtuel, donc du coup, il y a une couche de traitement en moins. Même si c'est pas très coûteux en termes de ressources d'avoir une couche de DOM virtuel, ça reste quand même une couche. Donc au final, ça permet de gagner un petit peu de temps d'exécution, de ne pas avoir de DOM virtuel. Puis aussi, surtout, la rapidité de chargement pour les utilisateurs, puisque l'application, elle va être très légère. Le code JavaScript qui est embarqué dans l'application, c'est quasiment que le code métier que nous, développeurs, allons écrire, avec très 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 peu de runtime. En fait, c'est juste surtout des wrappers pour faciliter certaines opérations. Mais il y a très très peu de code lié à Svelte qui est embarqué dans l'application. C'est vraiment quasiment que le code métier. Donc ça fait un poids qui est vachement faible. Surtout qu'en plus, il y a même des warnings et même des fois des optimisations à la compilation qui vont enlever le CSS inutilisé, tout ça. Donc vraiment, c'est orienté vers un poids le plus faible possible.
Et du coup, ça permet aussi, grâce à cet allègement de l'application, d'être vraiment orienté éco-conception. Donc, sachant que c'est quand même un enjeu qui est de plus en plus important, l'éco-conception, par rapport au changement climatique actuel et aussi la volonté des entreprises d'être un peu plus vertes. C'est intéressant vraiment puisque l'application est très légère. Ça a vraiment un intérêt d'éco-conception. Euh, mais aussi, du coup, c'est des composants qui sont plus maintenables et réutilisables, puisque tout ce qui est nécessaire aux composants, que ce soit le markup HTML, le style CSS ou le code métier en JavaScript du composant, sont tous dans un même fichier. Euh, du coup, ça permet en fait de ne pas avoir à chercher dans plusieurs fichiers et donc, c'est quand même assez pratique. Surtout que ça encourage à avoir un code concis et le plus facile à comprendre de par la philosophie de Svelte et même dans les tutoriaux officiels de Svelte, ça encourage à avoir quelque chose de compréhensible. Il y a aussi un autre avantage qui est la limitation des effets de bord graphique, vu que les styles qu'on écrit dans nos composants ne vont pas déborder sur les autres composants, parce qu'à la compilation, Svelte va rajouter un identifiant unique. En général, c'est 6 caractères aléatoires qui font que le style qu'on écrit dans un composant ne va s'appliquer qu'à lui et du coup à ses enfants, mais ça ne va pas déborder sur les autres composants ni sur les parents. Et donc ça, c'est vachement cool parce que si on a un H1 dans un composant, ça ne va pas modifier tous les H1 si on modifie le style dans notre composant. Et puis, autre chose d'assez cool, même si ça c'est plus anecdotique, c'est compatible ES 2018, donc tout ce qui est arrow functions et tout ça, on peut les utiliser. Oui, il y a une question? Oui, il y a une question du coup de Ludovic. Existe-t-il une URL avec comparatif des performances? Alors pour le coup, il y a des applications comme realweb.io qui ont une implémentation en Svelte. Il y a quelques articles sur Internet de benchmark qui ont été faits. Perso, j'en ai pas listé, mais en fait, c'est des choses qui se trouvent soit en cherchant les benchmarks, soit en comparant les applications comme RealWorld, où il y a aussi des to-do list qui sont implémentées en plusieurs frameworks. Il y en a pas mal de gens qui ont voulu tester un comparatif entre Angular et Svelte ou entre React et Svelte notamment. Et du coup, en général, ces articles-là parlent des différences de poids, des différences de temps de chargement et en fait des différences de code en mettant du code à gauche et à droite. Donc en fait, ça se trouve pour le coup. Moi, j'ai une question. Ouais. Concernant quand on parle de composants, on parle de web composants au sens, comment dire, svelte ou au sens plus standard des choses, je sais pas. En fait, c'est des composants vraiment du même style que React ou Angular. D'accord. C'est découper en fait l'application en plusieurs composants de plus en plus petits pour réutiliser le code plus facilement. D'accord. Au-delà de donc Svelte, c'est un compilateur. Ouais. Il a une manière de s'exprimer. Donc, on va coder nos composants, nos web composants, d'une certaine manière, d'une manière qui est fondamentalement différente d'Angular ou de React, ou c'est assez proche au final. En fait, du coup, ça va être plus proche d'Angular, vu que de mémoire, il me semble qu'Angular a aussi le styling dans le même fichier. D'accord. Mais sinon, en fait, la syntaxe, ça reste du JavaScript. D'accord. Encore que maintenant, c'est aussi compatible TypeScript, donc on peut aussi faire du TypeScript dedans. D'accord. Bon, on va te laisser continuer. En Super. fait, il y a quelques différences par rapport au grand framework du moment, mais pas tant que ça. Ok. Et du coup, il y a quand même quelques inconvénients parce que ça reste pas parfait. Euh, du coup, bon, j'ai dit que c'était pas trop différent des frameworks plus traditionnels, mais ça reste quand même une légère différence qui fait que ceux qui sont vraiment habitués à un framework donné risquent d'être un peu déroutés. Cela dit, la courbe d'apprentissage est quand même vachement douce, donc on apprend rapidement les bases. Surtout le tutoriel officiel, qui est pour moi un des meilleurs tutos, en fait, est vachement rapide à suivre. Donc au final, c'est pas un si gros inconvénient que ça.
Ce qui est plus embêtant pour moi, c'est le fait qu'il y a une communauté qui est encore largement moins importante que Angular, React et Vue. Parce que mine de rien, ça fait un peu plus d'un an que ça commence à décoller en popularité. Et du coup, l'écosystème, il est que dans ses débuts. Donc, au final, il n'y a pas beaucoup de composants réutilisables qui sont publiés sur GitHub ou tout ça. Il n'y a pas énormément de solutions autour de Svelte en fait, qui sont disponibles. Et en fait, des plugins, on n'en a pas des masses. C'est en fait le début d'une nouvelle communauté, d'un nouvel écosystème. Et pour le coup, il y a aussi des volontés de porter sur mobile pour faire du développement cross-platform et du coup du SSR, mais c'est encore en cours de développement, donc c'est pas encore pleinement utilisable en production pour le coup. Du coup, voilà pour les inconvénients. Donc, il y a une question, comment il y a une question concernant le SSR. Ouais, du coup, c'est ce que j'entendais dans mon slide de portage mobile et serveur. Niveau SSR, il y a longtemps eu un framework qui est très lié à Svelte, qui est développé aussi par Rich Harris en parallèle, qui est Sapper. Sauf que, en fait, Sapper ne sortira jamais en V1.0. Il va être remplacé par la prochaine version de Svelte, qui est SvelteKit, qui est encore privé et qui est hautement expérimental, mais qui va permettre en fait d'unifier avec un seul même template le développement de composants qu'on va partager, le développement d'applications single page applications et le développement SSR, tout ça avec un seul même template, on pourra faire tout ce qu'on veut. On pourra faire du front et du back, quoi, quelque part, c'est ça? Non? En fait, du coup, on peut faire des fonctions serverless déjà avec Sapper, et en fait, ça sera la même chose avec SvelteKit. En fait, avec Sapper, c'est forcément du Node, alors qu'avec ZKit, on pourra avoir un peu plus de diversité de ce côté-là. D'accord. T'as pas d'exemple où tu aurais appliqué du SSR par hasard ou Moi, j'ai... pas Comment forcément. Non, du coup, l'application que j'avais citée, HGO, par un développeur nantais, pour le coup, est fait avec Sapper, donc c'est du SSR. Personnellement, j'ai juste suivi un tuto pour l'utilisation de Sapper, mais je ne l'ai pas utilisé personnellement sur mes projets, en fait. Donc, je ne vais pas avoir d'exemple pour le coup. Non, mais c'est. À part sinon, le site de Sapper est fait avec Sapper, du coup. Ok. Du coup, au niveau plus technique, au niveau de l'architecture générale d'un projet, ça c'est pas une architecture qui est figée dans le marbre, en fait. Mais quand on initialise un projet, il y a en général un fichier main.js qui va en fait être le point d'entrée de l'application. Il va lancer l'application compilée par Svelte. Le hub.svelte, c'est le conteneur principal qui va contenir en fait l'application ou même un composant en fait, parce qu'en fait on peut aussi faire des composants qu'on va publier pour qu'ils soient utilisés par d'autres et rendre disponibles à la communauté. Le dossier component, c'est pas quelque chose qui est présent de base en fait, mais c'est l'architecture qui est recommandée. Donc, pour pouvoir organiser un minimum et avoir quelque chose d'assez propre, c'est souvent recommandé de créer son dossier components où on vient ranger nos composants. Shared, pareil, c'est pas du standard, mais c'est recommandé aussi de mettre les différents services ou les stores, enfin les fichiers vraiment partagés dedans. Pareil, c'est juste de l'ordre de la recommandation. Et le dossier public, par contre, il est présent à la base. Et en fait, c'est des fichiers compilés qui vont être servis à l'utilisateur. Du coup, au niveau de la syntaxe des composants, comme je vous disais, il y a tout qui est dans le fichier des composants. La balise script, en fait, ça va être tout le code métier qui est écrit en JavaScript. Donc, en fait, vraiment, toute la logique du composant, ça va être là-dedans. Et les imports de fichiers nécessaires, ça va être aussi dans la balise script. La balise style, en fait, c'est vraiment le code vraiment purement le code graphique du composant. Et pareil, ça ne va pas déborder sur les parents ni sur les composants à côté, mais que sur ce composant et éventuellement ses enfants.
Et ensuite, il y a le markup HTML dessous, où on peut importer des composants Svelte ou du HTML classique. Et donc, tout ce qui est code Svelte et utilisation des variables se passe entre accolades. Il y a une question peut-être? Oui, il y a une question, effectivement. Vous êtes synchrone. Ludovic, ça retire tout le bénéfice du CSS en cascade. Je pense que la question peut-être derrière, c'est la balise de style. Est-ce qu'il est possible d'aller au-delà du CSS? Pour le coup, il y a quand même une feuille de style globale qui est présente dans le dossier public. Donc, si on veut vraiment faire des règles plus générales, on peut toujours les éditer. Là, c'est vraiment pour le styling du composant, éventuellement de ses enfants, puisqu'on peut quand même spécifier, genre, s'il y a div quelque chose, enfin, si on veut taper quelque chose qui est dans le expense.total, enfin, expense total ou expense rate, par exemple, là, dans le code que je montre, on peut quand même le mettre. C'est pas forcément recommandé, mais en soi, c'est quand même utilisable. Moi, j'ai une question. Ça fait beaucoup penser à Vue.js. Je ne sais pas si certains connaissent. Et il est possible de mettre, en tout cas de tête, hein, dans Vue.js, dans la balise de style, du CSS ou du SCSS, excusez-moi, ou du less. Est-ce que c'est pareil? Au début, c'était que du CSS, mais il me semble qu'avec ZvelteKit, on va pouvoir rajouter du coup des préprocesseurs. Là. D'accord. Ok. Donc, en fait, comme le rajout de TypeScript, il fallait que, enfin, le support de TypeScript a été rajouté récemment. Si on veut faire du TypeScript, il faut mettre type, non, pardon, pas type, lang égale TS Ouais, c'était ça. dans la balise script. Et là, pour les préprocesseurs, il faudra aussi mettre un truc du genre lang égale less ou lang égale SCSS. C'est parfait. Non, parce que souvent, c'est très pratique de faire du SCSS. Ça permet comment dire, d'écrire son style avec une certaine hiérarchie. On va avoir H1, puis à l'intérieur, on va définir div 1, et ensuite div 2, etc. Bah, du coup, ça va être possible plus tard. Pour l'instant, il ne me semble pas que ce soit encore implémenté, mais c'est quelque chose qui devrait arriver dans pas trop longtemps pour le coup. Ok. Parce que j'avais vu un truc comme ça dans SvelteKit, et SvelteKit, du coup, n'est pas encore la version officielle, c'est vraiment c'est svelte@next, donc ce sera la prochaine version. Quoi. Ok, très bien. Merci. Du coup, au niveau des directives et blocs Svelte, les directives, c'est les événements en on, les bindings de propriété. En fait, pour ce qui est du two-way data binding, ça se fait facilement avec les directives. C'est en général mot-clé suivi de 2 points. Donc on peut faire tout ce qui est événement, binding de propriété. Les actions, ça va être un comportement de code à exécuter sur une balise ou un composant donné pour en fait mutualiser du code JavaScript. Il y a des animations en fait qui sont embarquées aussi dans Svelte. Donc concrètement, on peut mettre des directives sur les composants, donc tout ce qui est on-click, tout ça, c'est des exemples de directives. Et les blocs, c'est tout ce qui est le if, else, slash if. Ça commence obligatoirement par un dièse pour pour le début de bloc, et ça se termine par un slash. Et s'il y a des blocs intermédiaires comme les else pour les if, c'est par 2 points que ça commence. Du coup, c'est séparé en plusieurs catégories. Il y a les blocs de structure, qui vont être en fait les boucles for, ce genre de choses, les conditions, donc if else, et des blocs spéciaux qui vont permettre de faire du debugging ou d'insérer du HTML non sanitizé. Donc en fait, c'est séparé en plusieurs types de blocs, et ça se retrouve bien sur la documentation et sur le tutoriel officiel de Svelte pour le coup, pour aller plus loin. Il y a aussi des choses qui sont assez intéressantes dans Svelte, qui sont les stores ou les modules contexte. Les stores, en fait, ça permet de partager les données partout dans l'application. En fait, c'est un peu le même principe que Redux dans React pour ceux qui connaissent, sauf que là, c'est embarqué dans Svelte et ça va quand même vachement moins loin que Redux.
Mais ça a l'avantage aussi de ne pas nécessiter de grosses configurations. C'est beaucoup plus léger, beaucoup moins fonctionnel, mais ça a quand même un usage intéressant et qui ne nécessite pas de grosses configs. Et du coup, les stores ont l'avantage aussi de déclencher l'émission d'un observable dès qu'il y a un changement dedans. Donc ça permet de faire de la programmation réactive, pour ceux qui connaissent. Perso, c'est un concept que j'aime beaucoup, qui est très utilisé dans Angular notamment. J'ai une question concernant ce point-là. C'est basé sur RxJS derrière ou pas du tout? Il me semble pas, étant donné que du coup, Rich Harris avait mis dans une issue sur son repo qu'il souhaitait apporter une compatibilité avec RxJS et cette issue n'a pas encore été close, donc il me semble pas que ça soit du RxJS pur. D'accord, ok. Mais ça reste le même type en fait, c'est le même comportement que RxJS, mais ça doit pas être l'usage de RxJS derrière. D'accord, ok. Et du coup, les modules contexte, c'est une fonctionnalité qui permet de partager du code au sein d'un même module. D'ailleurs, c'est un autre usage dans Sapper. Dans Sapper, le module contexte, ça sert à exécuter du code avant le pré-render qui sera envoyé à l'utilisateur. Mais dans le cadre de Svelte, c'est vraiment plus pour partager dans un module fonctionnel du code. Ça pourrait être par exemple pour un module de e-commerce, ça serait le fait de synchroniser le panier avec les produits qui sont dedans. Enfin, je dis un exemple à la con comme ça et je ne sais pas si c'est forcément le meilleur usage, mais voilà. Enfin, concrètement, c'est une fonctionnalité qui peut être intéressante et utile parfois. Et du coup aussi, il y a quelques autres petites subtilités qui sont assez sympas. Notamment les variables dérivées, ce qui commence en $2, notamment dans mon code à droite, ça permet de recalculer en fait tout ce qui est en $, va réexécuter du code dès qu'une variable qui est dans cette ligne change. Donc là, par exemple, ça va recalculer la variable subtotal à chaque fois que amount change ou que quantity change. Donc vraiment, dès qu'il y a l'une des deux variables qui change, ça va rebasculer de l'autre côté de égal, mais on n'est pas obligé de faire des assignations, ça peut être aussi des consoles log ou d'autres trucs qu'on fait dedans. Dès qu'il y a une des variables qui change dans la ligne, ça vient réexécuter cette ligne. Du coup, ça peut être très très utile et ça permet de gagner de l'espace en fait dans le code métier du composant. Il y a aussi l'usage... Ah, il y a une question? Moi, j'avais une question, oui. Le subtotal, du coup, c'est une donnée calculée en lecture. Si je prends un exemple, nom, prénom, donc on a ces deux données, on veut afficher le nom complet. Est-ce que... Allô? J'entends plus. Ouais, ça a coupé là. Ouais. Ton micro a coupé. J'ai l'impression qu'il est parti. Ah merde. Bon, alors du coup, je vais continuer et quand il sera de nouveau au micro, j'y reviendrai. Ah, pardon, excusez-moi, ça a coupé, oui. Ok, bon. Du coup, je te laisse poursuivre. Ouais, subtotal, c'est une donnée calculée qui permet d'afficher du coup la donnée. Donc, si on prend un exemple nom prénom, bah ça sera le nom complet. On peut le binder à un champ de ses inputs. Donc, on peut éventuellement saisir un nom complet. Est-ce qu'on peut faire autre chose que de la restitution? Est-ce qu'on peut câbler une variable dérivée en écriture quelque part? Ah oui, tu voudrais dire genre que si subtotal change, ça pourrait faire changer amount ou quantity dans mon exemple? Exactement, oui, on aurait une méthode qui... ça, c'est le cas en knockout, si je crois bien. Puis après, dans React ou Angular, je ne sais plus, j'ai pas d'exemple. En fait, je pense que théoriquement, ça doit être possible, étant donné que ça vient réexécuter la ligne à chaque fois qu'une des variables qui est présente dans la ligne change. D'accord, éventuellement, d'accord. Okay. Donc théoriquement, c'est censé être possible, même si je vois pas comment ça pourrait être fait techniquement exactement. Mais en soi, comme on peut faire des console logs dans les $ de points, en fait, c'est pas mal utilisé pour le debugging.
Si on veut voir en live les changements des différentes variables, faire un console log dans une ligne $2, ça se fait beaucoup pour le coup. En fait, quasiment tous les tutos que j'ai vus utilisaient le $2 avec le console log pour simplifier en fait l'affichage du changement de variable dans la console JavaScript. De rien. Il y a aussi des fonctions de cycle de vie avec onMount, onDestroy qui sont les plus utilisées. Il me semble qu'il y en a une ou deux autres, donc c'est quand même moins poussé que ce qu'il y a dans Angular ou React, mais il y a quand même des lifecycle hooks qui peuvent être utiles, notamment pour vider la mémoire après avoir utilisé certaines variables ou certaines souscriptions. Pour le coup, genre quand on souscrit à un store, en général, c'est quand même bien de supprimer la souscription dans le onDestroy. On a aussi la possibilité de faire des transitions de valeurs qui sont nativement présentes dans Svelte, avec des courbes genre cubic out, cubic in, et ça va faire d'un nombre de départ à un nombre de fin dans la durée qu'on spécifie, toutes les étapes intermédiaires avec la courbe qu'on propose. Donc c'est plutôt cool que ça soit embarqué directement dans Svelte, ça. Et il y a aussi des animations qui sont préinstallées, donc pour genre le fade in, fade out, ce genre de choses, c'est directement dedans. Quelqu'un veut prendre la parole? Ouais. Alors, c'est AB. Je ne sais pas qui est AB. Du coup, c'est à l'écrit ou à l'oral? Je pense que c'est à l'oral. Je pense que c'est un accident. Il a dû ouvrir son micro. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Bon, bah, alors. Merci. Ok. Après, de toute façon, les questions peuvent être posées aussi à l'écrit. Enfin, concrètement, je peux y répondre plus tard. Donc, s'il y a des questions, il n'y a pas de souci, je pourrais y répondre. Du coup, c'est le moment de montrer la petite démo de l'installation d'un projet. Quelques parties que j'ai un peu accélérées, si ça veut bien la lire, parce que là, je vois... Normalement, c'est censé être un cadre YouTube intégré d'un PowerPoint pour le coup. Mince alors. Sinon, est-ce que vous voulez que je saute cette partie-là? Parce que concrètement, c'est un npm, un dgit du projet de template et npm install, npm run dev. Ce qui se fait assez rapidement en soi. C'est la version standard quand tu commences un dev en Svelte, c'est ça? Ça te donne un Hello c'est World ça. en fait sur lequel commencer à construire. Ouais. Ouais, exactement. C'est celle qui est dispo en fait sur le site officiel. Ça dit de faire un dgit, le template Svelte suivi du nom du projet. Et, concrètement, c'est les 3 lignes qu'il y a sur le site officiel de Svelte à la base. Bon, j'essaierai de vous partager la vidéo au pire après. Il suffit que je la rouvre. Ça devrait aller pour vous. Du coup, excuse-moi, j'en profite que j'ai la parole là pour poser une Ouais. question à mon tour. Ok. Sur le code, là, avant que tu parles du futur de Svelte et tout ça. Si là, je veux faire du routing avec, par exemple, un composant de routeur, là, un Svelte routeur, Ouais. si je récupère une lib sur le net pour faire du routage, est-ce que cette lib-là, ce sera un JS téléchargé dans le navigateur qui s'exécutera, ou est-ce que ce sera une lib qui va m'aider à compiler mon appli en amont pour router? Bonne question, parce que j'en ai jamais utilisé. Je sais qu'il en existe au moins 2 ou 3, dont 2 qui sont vraiment qui ont le vent en poupe, quoi. Mais j'en ai jamais utilisé, donc je sais pas trop si c'est embarqué dans le code envoyé à l'utilisateur ou si c'est juste à la compilation. Parce que ça rejoint aussi l'histoire de RxJS, quoi. Je suppose que si le but de Svelte, c'est juste de compiler du JS, on veut pas avoir à embarquer des libs en plus, quoi, normalement, au runtime. Oui, pas faux. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que c'est pas RxJS directement derrière, mais que c'est un comportement d'observable quand même. Ouais, ou peut-être que c'était juste une feature pour que la syntaxe soit compatible RxJS, je sais pas. Enfin, peu importe. Ouais, c'est possible pour le coup. Faudrait que je revoie l'issue que Rich Harris avait ouvert.
Ça doit être plus détaillé dedans, mais là-dessus, j'avoue que je ne peux pas répondre précisément pour le coup. Ah, pas de problème, merci. Mais du coup, ouais, pour les routeurs, j'ai pas utilisé les librairies de routeurs, mais il en existe quelques-unes pour le coup. Du coup, au niveau du futur de Svelte, eh bien, tout d'abord, il y a Rich Harris qui a ouvert une issue pour demander de l'aide à la communauté pour améliorer l'accessibilité qui est embarquée de base dans Svelte. Parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qu'il trouve essentiel, et il a raison, parce que c'est quand même vachement important d'avoir des applications qui sont accessibles pour les gens qui ont différents handicaps. Que ce soit visuel ou autre, en fait, les applications doivent être accessibles pour le plus grand nombre, d'autant que l'accessibilité aussi favorise le SEO, en fait. Donc, meilleur référencement dans Google et autres, si l'application est accessible. Et pour le coup, il y a déjà des fonctionnalités d'accessibilité qui sont de base présentes, notamment ça essaye d'embarquer les rôles ARIA de base sans grand effort par le développeur. Et il y a quelques, ça va faire aussi des avertissements du compilateur si on ne met pas de balise alt dans les images. Mais en fait, ils cherchent à améliorer encore ça pour vraiment avoir des applications le plus accessibles possible sans que ce soit un gros effort pour les développeurs d'applications. Il a aussi demandé de l'aide à la communauté pour implémenter une solution d'internationalisation dans les applications, même dans le compilateur. Et pour le coup, il y a des librairies qui existent en fait dans l'écosystème Svelte, fait par la communauté et qui permettent aussi l'internationalisation. Pareil, je ne les ai pas testés, mais il y en a 2 qui ont le vent en poupe et qui, pour le coup, apparemment fonctionnent bien et ont reçu des bons retours, d'après ce que j'ai pu voir. Je sais qu'elles permettent du coup de traduire en différentes langues. Je ne sais pas si elles permettent la conversion de devises ou de dates. Mais pour le coup, en tout cas, la conversion la traduction en différentes langues, ça c'est possible. Et apparemment, ça fonctionne bien. Pareil, il a aussi ouvert une autre issue pour demander la création d'un CLI de type Create React App pour faciliter le démarrage d'un projet. Parce que là, pour le coup, c'est recommandé de faire un degit du template et ensuite npm install. Ça pourrait être automatisé dans un CLI qui permettrait de gagner du temps. Dans le futur de Svelte, j'ai aussi mis Svelte Native, qui est en fait, je ne sais pas si c'est officiel ou si c'est une initiative de la communauté, mais qui est en fait un effort de porter Svelte en cross-platform sur les devices mobiles. Et en fait, ça utilise du coup Svelte pour la partie JavaScript, et ensuite ça va utiliser NativeScript, qui est une initiative pas encore vraiment stable, je pense, d'exécuter du code JavaScript sur les différents devices pour faire des applis hybrides en fait. Donc Svelte Native, c'est une fusion de NativeScript et de Svelte. Il y a aussi une petite expérience que Rich Harris avait fait et qu'il a hébergé en fait dans l'organisation Svelte sur GitHub, qui est du coup WebGL, donc un usage de WebGL dans Svelte pour faire du rendu 3D. Pour le coup, c'est pas son gros cheval de bataille actuel, donc c'est un peu laissé de côté. Mais bon, c'était une petite expérience amusante. Et surtout, le futur de Svelte, ça a été présenté au Svelte Summit 2020 et ça n'avait jamais été présenté avant, c'est SvelteKit, qui du coup va être la prochaine grosse version de Svelte, et ça va permettre d'unifier en un seul même template en un seul même template, du coup, les usages server-side rendering, donc ça va remplacer Sapper, l'usage single page application et l'usage composant qu'on développe pour la communauté. Et en plus, à côté de ça, ça a aussi d'autres gros avantages qui sont du coup, ça utilise Snowpack pour le bundler. Donc ça permet d'avoir du hot module reloading. En fait, du coup, dès qu'on fait un changement, ça vient s'impacter dans le navigateur en une fraction de seconde tellement rapide qu'on n'a pas le temps de voir. On enregistre le fichier, paf, ça a actualisé, voilà. Qui en plus conserve l'état de l'application, donc on n'a pas forcément besoin de ressaisir les données dans les champs de texte et tout ça. Donc c'est plutôt cool. Snowpack, c'est vraiment une grosse amélioration.
et quelques autres nouveautés assez sympas qu'il détaille dans sa vidéo du Svelte Summit. J'en avais listé quelques-unes, je les ai plus en tête là. Mais franchement, SvelteKit, ça va déménager et ça va être très très intéressant et vachement puissant. Et du coup, pour aller plus loin, je vous ai compilé quelques liens. Donc, je vous mettrai à disposition évidemment la vidéo de cette présentation, mais aussi les différents slides et enfin la vidéo et les slides. Et notamment là, si vous flashez avec un lecteur de QR code le QR code que j'ai mis là, ça correspond au deuxième lien que j'ai mis, qui est un article que j'ai écrit sur Medium et qui aborde la partie non technique de cette présentation, mais qui a plus de liens pour aller plus loin et qui a un ton de rédaction un petit peu différent. Mais en soi, c'est une version texte de la partie non technique de cette présentation que je suis en train de vous faire. J'ai mis aussi la vidéo d'une conférence donnée au DevFest Nantes 2019 par Alexis Jacomi et qui est très intéressante sur Svelte, surtout qu'il aborde un angle qui est très différent du mien, mais qui au final est assez complémentaire. Et j'ai mis le lien du blog officiel de Svelte, en fait, pour les nouveautés liées à Svelte. Et pour un point de vue un peu plus technique, j'ai listé une awesome list avec plein de ressources vachement intéressantes. Le tutoriel officiel de Svelte que je recommande vraiment de suivre, surtout qu'il est très rapide et il permet d'acquérir les bases de Svelte très facilement. Il y a l'AREPL pour s'amuser dans le petit bac à sable officiel qui est hyper cool. J'ai mis aussi un plugin ESLint du coup, pour faire du linting facilement avec Svelte et le lien de la playlist du Svelte Summit pour voir les différentes conférences en fait, des experts et celle de Rich Harris qui évoque le futur de Svelte et de l'environnement JavaScript en général. Et franchement, celle de Rich Harris, elle vaut le coup d'être vue. Du coup, pour conclure, parce qu'il faut bien une fin, Svelte en fait est un framework qui gagne de plus en plus en popularité et vraiment plus le temps passe, plus ça gagne vite en popularité. Qui est axé sur la légèreté et la simplicité et la rapidité. Donc, le but, c'est d'avoir une très bonne expérience développeur et une excellente expérience utilisateur. Cependant, la syntaxe déroute un peu pour ceux qui sont vraiment habitués au framework du moment, et la communauté n'en est qu'à ses débuts, donc elle est beaucoup plus faible que celle des autres gros frameworks. Du coup, ça a un très très grand potentiel qui est à surveiller, parce que ça n'en est qu'à ses débuts. Voilà, donc si vous avez des questions, et merci pour votre attention. Merci, Vous pouvez prendre. Ouais, moi j'ai bien aimé. Je connaissais pas du tout. Je sais pas, vous pouvez chacun prendre la parole et puis dire ce que vous en pensez de. Du coup, j'ai retrouvé aussi les avantages de SvelteKit. Je l'avais noté en note sur cette slide-là. Ouais, donc je vous avais dit, il y a Snowpack pour le démarrage instantané et le hot module reloading. Il y a la partie SSR qui est présente dans SvelteKit aussi, un seul template pour tous les usages. Ah oui, et puis il y a aussi du coup des adapteurs qui sont possibles pour choisir le meilleur type d'export. Donc si on veut faire une application avec du backnode ou un site purement statique, c'est possible avec les bons adapteurs. Et il y a une option aussi de pré-render à la compilation qu'on peut activer. Voilà. Est-ce qu'il y a des adapteurs pour les PWA? C'est un peu peut-être. En fait, pour les PWA, il suffit juste d'activer le manifeste et d'avoir je ne sais plus comment ça s'appelle. Le service worker d'activer. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, le service worker. Et je crois que dans SvelteKit, il y a justement un fichier en fait, je crois que de base, dans le template de SvelteKit, il y a ce qu'il faut pour que ce soit progressive web. Et j'ai une autre question. On connaît tous presque Bootstrap, c'est une librairie de composants graphiques, sa déclinaison. Pardon? Oui, non, j'acquiesçais juste. Bootstrap, du coup,
est décliné en Angular avec NGX Bootstrap. Est-ce qu'on a à peu près la même chose en Svelte du coup? Est-ce qu'on a des composants, une librairie de composants graphiques qui seraient déclinés en Svelte? Ou c'est en cours peut-être? Alors, je sais qu'il y a des efforts de la communauté de proposer des librairies graphiques. Après, l'intégration de Bootstrap, c'est vraiment pas compliqué vu que c'est juste à importer un CSS et un import Oui. JS. Donc, en soi, c'est utilisable très facilement dans Svelte, mais je crois pas qu'il y ait de. Enfin, après, je peux me tromper, mais il me semble pas qu'il y ait de librairie qui fasse cet import automatiquement, en fait. D'accord. Bon, si je compare à Vue.js, maintenant ça a quelques temps et ils sont en train d'implémenter, enfin, ça a bien avancé, hein, la librairie Material, en fait, ils l'intègrent dans Vue.js, donc ça c'est assez récent. Mais ça se construit, hein, c'est sûr. D'ailleurs, pour le coup, ceux qui sont habitués à Vue auront plus de facilité à démarrer avec Svelte que ceux qui sont habitués à React ou Angular, vu que quand j'avais appris les bases de Vue, en fait, ça me rappelait un mélange d'AngularJS et de Svelte. Donc au final, il y a quand même des similitudes entre Vue et AngularJS. Entre Vue et Svelte, pardon. Surtout que je suspecte quand même pas mal Rich Harris et Evan New de s'être mutuellement copiés à des moments donnés. Oui, c'est vrai que c'est assez proche, effectivement. Il y a même eu des échanges animés sur Twitter où Evan New tacle Svelte et Rich Harris répondait avec des pics tout aussi salés derrière. Donc, il y a eu une petite guerre sur Twitter entre les deux. J'ai une question qui me vient à l'esprit concernant TypeScript, on l'a rapidement évoqué. Sur la partie script, donc on a à peu près en tête le fichier que nous a présenté tout à l'heure avec une balise script, une balise style, puis ensuite le HTML. Dans la balise script, du coup, on aurait du TypeScript, c'est ça? Ouais, du coup, il suffit juste de préciser lang égale TS et on peut mettre du D'accord. TypeScript. Ok. D'accord. Les points svelte, du coup, sont reconnus. Là, je vois que tu dois utiliser Visual Studio Code. Non, pour le coup, ça c'était WebStorm. D'accord. C'est plutôt bien supporté, je pense. Alors pour Visual Studio Code, il y a eu une extension officielle qui est développée par la communauté Svelte, peut-être même par Rich Harris, enfin, je ne sais plus, mais il y a une extension officielle dans VS Code. Par contre, dans WebStorm, du coup, c'est un développeur qui fait partie de la communauté qui développe lui-même le plugin qui permet de gérer Svelte. Pour le coup, en fait, que ce soit entre Visual Studio Code ou WebStorm, à chaque fois, c'est pas une prise en charge parfaite. Sachant qu'en fait, sur WebStorm, il y a certains points qui sont mieux pris en charge par l'extension développée par le développeur indépendant. Et sur Visual Studio Code, il y a d'autres points qui sont mieux pris en charge. Donc en fait, ça dépend. Il y a certains points qui sont mieux pris en charge sur WebStorm et d'autres mieux pris en charge sur VS Code. D'accord. Donc ça, j'avoue, c'est un des efforts qui mériterait d'être fait de la part de la communauté, d'améliorer en fait la prise en charge sur les IDE principaux. D'accord. J'avais une dernière question, et après je vais laisser la parole aux autres parce que je suis en train de la monopoliser. Concernant la compatibilité ascendante, souvent quand on met en place un framework en entreprise, surtout chez les grands comptes, on essaie d'avoir, on essaie de se projeter dans le temps, et du coup, est-ce qu'ils ont un engagement quelque part sur le versionning, la compatibilité ascendante ou pas? Pour le coup, je sais pas trop. Enfin, en tout cas, pas sur les versions de patch, il n'y aura pas de souci de compatibilité. Sur les versions mineures, je ne crois pas qu'il y ait de risque de blocking changes. Par contre, entre les versions majeures, ça, c'est un risque. Parce que entre la version 2 et la version 3, ça a été une refonte complète, par exemple. Donc là, pour le coup, il y a eu des changements, des blocking changes à prendre en compte. D'accord. Pour le coup, avec SvelteKit, si on vient de Sapper, par exemple, je sais qu'il y aura des changements à faire, notamment en termes de structure
de dossiers et de noms de fichiers en fait. Mais en fait, la syntaxe et l'organisation générale restent très proches de Sapper, entre Sapper et SvelteKit. Donc au final, c'est une migration qui se fera plutôt facilement et de toute façon, quand il livrera SvelteKit de manière publique, il mettra un guide de migration pour ceux qui viennent de Sapper. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que quand ils sortent une nouvelle version, donc demain il y a une V4, est-ce qu'ils vont dire voici la procédure pour passer de la V3 à la V4, ou d'office Ouais. ils vont se dire c'est une nouvelle version, votre code c'est entre guillemets ne peut pas être compatible, ne peut pas être porté en V4. C'est plutôt ça derrière comme question. Non, pour le coup, en fait, même entre la V2 et la V3, même s'il y a eu des breaking changes, en fait, la plupart du code était quand même compatible d'après ce que j'avais pu voir. D'accord. Donc, et puis même avec ce C'est qu'il rassurant. prépare actuellement dans SvelteKit, en fait, il n'y aura pas de grosses différences. Donc, il mettra en place de toute façon un guide de migration. Et pour le coup, il risque d'y avoir des changements cassants, mais qui seront facilement surmontables normalement. D'accord, c'est rassurant. Ouais, pour le coup, c'est quand même la base, vu qu'en fait, Rich Harris, il cherche à avoir une bonne expérience développeur pour les utilisateurs de Svelte. Ok. C'est top. Moi, j'ai pas d'autres questions. Du coup, est-ce que quelqu'un pose des questions? Si je réduis, je devrais pouvoir voir la... Enfin, merci encore, hein, c'est super intéressant. Moi, je pense que je vais prendre un peu de temps pour coder là-dessus. C'est ce que j'espérais justement. Vu que c'est un framework que j'aime énormément en fait, et en fait dès que je l'ai découvert, j'ai eu un coup de foudre technique dessus. Donc si je vous ai donné envie de mettre les mains dans Svelte, en fait, ça veut dire que mon but a été rempli, donc c'est cool. Moi, ce qui me plaît énormément dans ce que tu nous as présenté, c'est qu'on retrouve quelque part une notion d'Angular 1. Enfin, Angular 1, j'avais bien apprécié coder avec. Le problème, c'est qu'il y a des gros problèmes de performance. C'est pas très fluide Oui. pour run. Et du coup, je trouve que ça résout quand même beaucoup de problèmes. Ça va plus loin que Vue.js. C'est-à-dire que Vue.js, bon, c'est tout dans le même fichier, comme tu nous l'as présenté, mais ça a la dimension vraiment performance. Et c'est le fait vraiment d'avoir un code in fine le plus utile possible, en fait. Il n'y a pas de surplus, quoi. Et ça, moi, je trouve ça assez novateur. Ouais, c'est vrai qu'il y a une petite... Enfin, encore que je dirais que c'est quand même plus proche de Vue que d'AngularJS, mais Oui. Ouais. Ils se sont vraiment mutuellement inspirés, en fait, Evan New et Rich Harris. Ça se ressent, c'est bien. Concernant cette vidéo, elle sera disponible sur le site NuRWeb pour ceux qui veulent la revoir, la revisionner. Voilà. J'ai pas d'autres questions. Sinon, on va s'arrêter là. Je sais pas ce que vous en pensez. Okay. Merci. Merci à vous. Ouais. Et puis, on va vous souhaiter un excellent appétit. Ouais, merci à vous. Bon appétit à tous. Merci beaucoup. Merci bien. À plus. Et arrêtez l'enregistrement.